Sénat. Jamais dans l'histoire de la protection d'un site, autant de gens se sont réunis à travers le monde pour protéger un site. Un parc national, forcément c'est le fruit d'un compromis. Un compromis en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Au contraire, c'est un peu le principe de la démocratie, quoi. On a allègrement dépassé les 700 heures et on a eu plus de 300 réunions diverses et variées. Et c'est quand on est arrivé à l'échéance ultime de la concertation officielle que les réactions ont été un peu vives. L'idée c'est, on n'a pas dit non a priori. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive au non? C'est ça la vraie question. Une concertation bidon. Voilà, en bois. Non, ce n'était pas la guerre. Il y a eu quelques embuscades, quelques tentatives, quelques escarmouches, mais pas la guerre. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Marseille, Vieux-Port, 10 h du matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord d'Hélios, première vedette à passagers hybrides diesel et électrique. Nous quittons actuellement le Vieux-Port de Marseille, à destination des Calanques que nous allons attendre d'ici à peu près 3 quarts d'heure. Comme tous les jours, des centaines de touristes découvrent l'autre Marseille, le massif des Calanques. Un site exceptionnel à la porte de la deuxième ville de France. Marseille est une ville qui est de plus en plus touristique, que les étrangers découvrent, que les Marseillais redécouvrent. Les Marseillais découvrent les Calanques, il y en a plein qui ne connaissent pas les Calanques, parce qu'elles sont difficiles d'accès. Nous allons bientôt pénétrer dans la première grande calanque, la calanque de Sormiou, qui est une calanque emblématique pour les Marseillais. Sur ce massif calcaire, tous les ans se croisent 1,5 million de visiteurs. Une affluence difficile à réguler et qui menace la biodiversité. Alors c'est sur ce territoire qu'a été créé le 19 avril 2012 le Parc national des Calanques. 10e parc français et 3e parc périurbain au monde, il est aussi maritime et terrestre. De Marseille à La Ciotat, en passant par Cassis, 158 000 hectares, dont 90% en mer. Fruit de 13 ans de travail, dont 2 ans de concertation avec la population, son accouchement a suscité de vives polémiques. La concertation, c'est toujours délicat parce qu'il y a beaucoup de points de vue à respecter, le point de vue des pêcheurs, des cabanonniers, des plaisanciers, avec des conflits d'intérêts entre toutes les professions. Mais je pense que ça a réussi à se faire quand même en harmonie avec un peu toutes les professions. Bon, certains se sentent lésés, c'est certain, hein, mais je pense que dans l'absolu, ça va être bien pour Marseille. Et si en plus de les protéger, on peut attirer du monde et les faire voyager dans de bonnes conditions, sur des bateaux qui respectent plus l'environnement, c'est tout parfait. Protéger la nature à la lisière d'une agglomération, une équation difficile et inédite. Première menace, les promeneurs. Quand je suis arrivé il y a 26 ans ici, il y avait 4 voitures sur le parking. Vous voyez, maintenant c'est plein. Ça arrive par le bus, ça arrive par les cars. Et continuellement. Et dans toutes les calanques, et ça traverse, et ça va d'un côté, ça reva de l'autre. Si on ne les aiguille pas, c'est la catastrophe. Une cueillette, elle n'est pas grave. Mais une cueillette multipliée par le nombre de personnes, c'est dramatique. C'est tous les espèces rares des calanques qui s'en vont. Il y a les renforts là qui arrivent, c'est bien impeccable. Ça va bien? Les calanques sont bien gardées là. Laetitia et Sébastien sont des patrouilleurs verts. Depuis des années, comme eux, ils sont seulement une douzaine à sillonner ce massif pour faire de la prévention auprès des usagers. Et marteler, encore et toujours, les règles qui régissent déjà le site. Les Calanques, c'est déjà un site qui est classé depuis 1975. Ça veut dire que depuis 1975, il y a déjà des règles qui existent sur le massif. Site naturel classé, label européen Natura 2000, le massif est déjà protégé. Pas de feu, pas de bivouac, pas de chiens en liberté. Des règles pas toujours faciles à faire respecter.
Ici, pas de contravention, les patrouilleurs ne sont pas assermentés. Alors tout est dans l'approche. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger 2 petites minutes. Donc on se présente, on est là un peu pour faire de la prévention, sensibilisation par rapport au massif des Calanques. Pour vous renseigner, c'est très simple. À partir de 18 h, on connaît le risque pour le lendemain. Donc vous pouvez soit appeler ce numéro de téléphone, soit aller sur les sites internet qui sont ici. D'accord. Que les gens ne comprennent pas forcément quand on leur dit évitez de sortir des sentiers, ne passez pas dans les éboulis, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc là on leur explique parce qu'il y a des espèces endémiques, des petites fleurs que vous ne voyez pas mais que vous piétinez. Et à fur et à mesure, forcément cette espèce va devenir de plus en plus rare. Sablines de Provence, rapaces, chauves-souris, les Calanques sont un refuge pour la faune. Sur ces rochers niche un des 30 couples d'aigles de Bonelli que compte la France. Alors la pression de l'agglomération marseillaise et de ses 800 000 habitants est une menace quotidienne. Bonjour. Et le premier danger qui guette chaque année le massif, c'est le feu. Et je vois que tu as une cigarette et je vais te demander de l'éteindre de suite. Parce qu'en fait, ici, dans les Calanques, on n'a pas le droit de fumer depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone à risque, au niveau du risque incendie, et que des départs de feu, même avec une cigarette, ça existe. Allez. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas les cigarettes. Ouais. Ciao. Tout le paysage que vous avez là, autour de nous, dans les Calanques en général, a déjà brûlé au moins une fois. Dans une récurrence de 30 ans, on estime que pour la biodiversité, c'est bon. Aujourd'hui, on est plutôt dans une tranche de 10 ans. La cause est surtout humaine, pas forcément, comme on le croit, criminelle. C'est l'activité humaine normale. L'activité forestière, un paysan, etc. Ou les touristes aussi, ça arrive. Un bivouac, cigarettes, etc. Les touristes en général, quand ils viennent, ou les gens qui viennent en vacances, qui veulent se baigner, on aime bien voir l'eau claire, le sable, etc. Sauf qu'en fait, ce que ça veut dire quand on voit le sable, c'est que l'herbier de Posidonie, c'est-à-dire tout le sombre qu'on voit là, il est en recul. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle en fait, parce que c'est là que vont vivre un certain nombre d'espèces de poissons, et que s'ils reculent, ces poissons ne vont plus vivre ici. Alors il y a plein de raisons. Sur les bords de plage, c'est la présence de baigneurs. Dans les marinas, c'est normal parce qu'il y a des bateaux, parfois des pollutions, des petites pollutions de bateaux. Et puis sur les zones de mouillage, c'est la présence de nombreux plaisanciers, beaucoup plus nombreux qu'avant, qui ne sont pas tous des marins aguerris et qui parfois on a un peu de mal à ancrer, etc. Donc on balance l'ancre et puis on veut l'enlever, donc on traîne avec les petits moteurs maintenant pour enlever les ancres. Et ça c'est pas bon parce que ça arrache l'herbier. Donc quand on est tout seul, bon c'est pas grave, on arrache une petite parcelle, mais quand on est beaucoup, en fait on arrache plein de petites parcelles, ça finit par faire un gros dégât. L'idée ça va pas être d'interdire aux gens de venir avec leur bateau, mais ça va être plutôt d'essayer d'organiser mieux les zones de mouillage. Oursins, hippocampes, poulpes, mérous, orties de mer, ces espèces se sont raréfiées. La faute au recul des herbiers, à la surpêche et à la pollution. Mais le parc, ce sont aussi des usages et des coutumes qu'il faut préserver. La vie au cabanon en est une. Ces petits abris de pêcheurs nichés au creux des roches font aussi partie de la tradition marseillaise. Bon retour. Sormiou est une des calanques emblématiques de Marseille. Ici, les cabanons se transmettent de génération en génération. Jean-Claude Bianco est un ancien pêcheur professionnel. Depuis sa retraite, il vient tous les jours au cabanon. Je viens au cabanon depuis l'âge de... Mon père l'a eu, je crois que j'avais 3 ans. Donc j'ai 69, ça fait 66 ans. C'est les amis, c'est les parties de boules, c'est... les cartes pas trop parce que j'aime pas les boules non plus d'ailleurs. Mais c'est surtout les parties de bonne bouffe. Ça oui, c'est ça la vie au cabanon. C'est le farniente, c'est la mer, les cigales. Salut. Quand j'étais tout petit, je venais à pied avec le patronage de Mazargues, avec le curé. Parmi mon groupe qui venait au cabanon à pied, il y avait Jean-Claude Godin qui maintenant est maire de Marseille. À l'époque, il venait aussi à pied comme moi.
D'ailleurs, son cabanon est en face, là, à Gaudin. C'est votre voisin? Ouais. C'est un ami et un voisin. Voilà. Je lui en veux de ne pas nous avoir défendus pour le parc, mais bon. Il y a des revers de la politique que j'ignore. À Sormiou, le village s'est déchiré sur le projet de parc national. Il y a eu les pour et il y a eu les contre. Mais tous veulent protéger leur calanque. Il faut rappeler que nous n'avons pas voulu l'électricité, nous n'avons pas l'eau, nous jetons même pas un verre d'eau sale à la mer. Hein. C'est-à-dire nous, on vit avec le respect. Et que dans toutes les générations, on vit avec ce respect. Alors on n'a pas de leçon à recevoir de quiconque au niveau écologie. Crainte des interdits, peur d'être relégués au rang de simples touristes. Pour ces cabanonniers, un parc n'est pas la solution. Nous avons actuellement une réglementation qui était faite dans le site aussi bien marin que terrestre. Si on arrivait à la faire respecter, on n'avait pas besoin de faire un parc. Mais les élus vous disent textuellement, on n'arrive pas à la faire respecter parce qu'on n'en a pas les moyens. Moi j'ai rétorqué personnellement aussi à ces élus, si vous n'en avez pas les moyens, c'est à vous à les faire revenir. Et si vous n'arrivez pas à la faire respecter, messieurs les élus, c'est que vous êtes des incapables. Denise Ricard-Maubon est elle aussi cabanonnière. Ce soir, elle présente son livre. Elle y raconte la vie de sa famille, installée depuis 8 générations à Sormiou. À la tête du collectif Un Parc pour les Calanques, c'est la pression immobilière qui l'a poussée à agir. En 1992, la ville de Marseille a voulu construire en fait toutes les calanques. Il y avait une zone de Marseille-Cassis qui pouvait être constructible si on laissait passer ce poste. Moi, à ce moment-là, je ne savais même pas qu'on pouvait se battre contre un poste. Le plan d'occupation des sols. À notre grand étonnement, on a gagné. Au bout de 15 ans, on a remis ça. C'est parti insidieusement que le Mont-Rose, qui est le début du site classé des Calanques, a failli devenir un hôtel de luxe. Donc on a réfléchi avec des juristes, avec des scientifiques, quelle est la meilleure chose à faire? C'est créer un parc national. Mais pour créer cet espace protégé, il faut d'abord réviser la loi de 1960 qui régit les parcs nationaux. Obsolète, trop rigide, elle ne permet pas de concevoir une réserve aux portes d'une agglomération. 14 mars 2006, le texte est voté. Grande nouveauté, il prévoit une phase de concertation préalable à la naissance du parc. Élus locaux, riverains, acteurs économiques, associations, tous doivent s'entendre sur une charte et un tracé. À quelques kilomètres de Marseille, à l'ombre du Cap Canaille, enlacée par la vigne, la ville de Cassis est dans le parc national. Ici aussi, la question des frontières a provoqué des débats houleux. Chaque corporation, chaque association a fait pression sur ses élus pour intégrer ou retirer des territoires du futur parc. Dans le tracé original, les 220 hectares de vignes devaient être en cœur de parc. Une source d'inquiétude pour les 12 vignerons que compte la ville. On est vraiment un vignoble qui est intégré dans le village. Le village s'est développé autour du vignoble, on va dire. Parce que d'ailleurs, les origines du village sont à la fois... c'est un village qui était un village de pêcheurs, mais surtout un village de paysans. Créé en 1936, l'AOC Cassis est une des plus vieilles appellations d'origine contrôlée française. Eh venez, on va voir la carte. Au départ, on est tous sensibles à la préservation du site. Donc, quand on voit arriver un parc national, tout à fait naturellement, on se dit, bon, tant mieux. Et puis, on voit arriver des contraintes liées au parc. Dans le parc national, vous avez deux zones. Une zone cœur de parc et une zone d'adhésion. La zone cœur de parc, c'est un sanctuaire. Donc, qui dit sanctuarisation dit arrêt de tout. Donc, on ne peut pas être dans la zone de cœur de parc. Pour nous, était une idée qui ne pouvait pas tenir. Donc, on s'est mis dans la position de dire, attention, nous, on ne dit pas oui. On dit non au parc,
sauf si vous répondez à ces questions. Principale crainte des vignerons, se voir interdire l'usage de machines, l'extension d'un bâtiment ou encore l'achat de nouvelles cuves. En somme, tout développement de leur activité commerciale. Face à la concurrence d'autres domaines voisins comme Bandol ou Côte-de-Provence, se voir péricliter. À la clé, 500 emplois directs et indirects. Dans une ville de 8000 habitants, un argument de poids face aux élus. Très tôt, Daniel Milon nous a dit « L'avis des vignerons pour moi est important et je suivrai cet avis quoi qu'il en soit ». Ce qui est un engagement lourd pour un maire, et notamment quand on est dans une démarche telle que celle du Parc national, où c'est l'État qui arrive avec son poids et sa capacité à mener un projet comme ça. Ils ne voulaient pas entendre parler du parc. Et nous avons fait un travail extraordinaire de terrain, avec l'État et avec le secrétaire général de la préfecture, le préfet, et aussi le GIP, mais surtout avec l'État, pour faire admettre par la discussion que finalement ils avaient peut-être intérêt, en tout cas il n'y aurait pas de contraintes supplémentaires à ce qu'ils rentrent dans le parc national en zone d'adhésion. Pour convaincre les viticulteurs, les tractations furent longues et eurent un prix. Alors le prix il est tout simple, c'est que mon prédécesseur avait donc par délibération du conseil municipal entrepris d'augmenter la surface plantée en vigne d'une trentaine d'hectares à peu près. Et il y avait une petite difficulté à faire admettre à l'État que cette possibilité, il fallait l'envisager sur Cassis. Je suis proche de tous les cassidins et bien sûr je suis proche des viticulteurs. Imaginez Cassis sans la vigne, ça serait du béton qu'il y aurait à la place. Donc la vigne c'est sacré. Face aux intérêts divergents, il faut écouter chaque revendication. Première difficulté, organiser la concertation. C'est Lionel Royer-Perrault qui a mené les centaines d'heures de réunions. C'était d'autant plus difficile que nous sommes dans une ville où il n'y a pas cette culture du dialogue institutionnel. Marseille notamment a toujours réalisé les grands projets avec des décisions qui venaient d'en haut et qui étaient imposées à la population. Donc il a fallu déjà un peu expliquer qu'est-ce que c'était la concertation et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre de la concertation. La concertation, ça n'est pas l'addition de toutes les positions des uns et des autres. Sinon, vous faites une sorte de monstre institutionnel, vous mettez tout le monde dedans, et puis au final, vous avez un projet qui est incohérent. Ils ont écouté ce que nous pouvions donner comme idée pour faire de la protection. Ils nous ont écoutés, mais c'est rentré dans une oreille et c'est ressorti plus rapidement par l'autre. Et ils ont fait exactement comme ils ont voulu pour créer ce parc. Ce parc national, pour moi, c'est un parc national politique. Et quand vous voyez le découpage, avec d'un côté les goudes enlevés, Madame Millon au niveau de Cassis qui a tout fait également pour enlever Cassis, pour enlever la calanque de Port-Miou. Voilà, ça a été un parc politique. Et un parc politique qui mécontente aussi bien ceux qui sont pour le parc national que nous qui ne sommes pas opposés. On n'a jamais été opposés au parc national. Monsieur Tessier, le député maire, bonjour. Est-ce que vous êtes venu écouter les enfants? Guy Tessier est maire du 9e et 10e arrondissement de Marseille depuis 1983. C'est lui qui a présidé le GIP, le groupement d'intérêt public des Calanques, la structure qui a mené la concertation et créé ce parc. J'ai pris le tracé de la loi 75 sur les espaces naturels. Et donc, j'ai repris ça à la lettre. Et j'ai suivi ce tracé. Donc on a pris Natura 2000, on a pris la loi de 75 et on a respecté cela. Il y a effectivement peut-être un tout petit point à Cassis, dans la calanque de Port-Miou. C'est un port, quasiment l'embouchure de la calanque jusqu'au fin fond. Donc c'était une demande importante du maire de Cassis. Dans la négociation, il a fallu en tenir compte, on en a tenu compte. Mais il y a eu des revendications aussi du maire de La Ciotat, comme il y a eu des revendications du maire de Marseille, qui n'a pas voulu le village des Goudes. Mais le village des Goudes, ça ne me gênait pas de le sortir. Il n'est pas dans l'espace boisé classé, il n'est pas ni dans la loi de 75, ni dans la loi de 2000. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des moments où il faut s'arrêter, c'est ce qu'on a cru bon de faire à un certain moment, parce qu'il y a ceux, malgré toutes les concertations, qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas. Donc il y a un moment où il faut bien s'arrêter. Mon rôle est celui de la majorité
de l'Assemblée générale était de trouver les bons points d'équilibre. Et je pense que nous les avons trouvés. Écouter tout le monde, cela signifie préserver les usages. Chasse, pêche, escalade, plaisance. L'autre défi fut d'inventer une harmonie entre activité humaine et préservation de la nature. Laure Agnès Karadec a représenté Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, lors de ces débats. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une réglementation qui colle à la vie de ce lieu-là. Et donc c'est vraiment la volonté du maire de Marseille de faire en sorte que ce parc soit plus un facteur de développement durable, de bonne cohabitation des usages qu'une contrainte. Si on respecte les zones de pêche telles qu'ils nous ont été proposées par le parc, c'est terminé, c'est fini. La bande littorale dans laquelle on pêchait depuis des années, c'est fini. On nous donne le large, il n'y a rien du tout, il n'y a pas un poisson. Donc tous les gars vont mettre la clé sous la porte. Ça, c'est irrémédiable. Et j'ai dit à Jean-Claude Gaudin, lors d'une entrevue avec lui, j'ai dit, tu seras le maire qui aura tué la pêche à Marseille. Tout ça sous prétexte de protéger la nature. Commençons par l'égout qui se trouve là derrière, dans lequel on déverse entre 8 et 12 tonnes de chlorure ferrique par jour. La fameuse station d'épuration qui, paraît-il, rejette de l'eau qu'on pourrait la boire. J'aimerais bien que Tessie la boive, cette eau. Ça me ferait plaisir. On n'avait le pastis, on ne peut pas Ouais. boire. Cet égout, dans un premier temps, il serait si simple de mettre un tuyau qui aille au large de l'île de Rioux, qui se trouve à 7 km, rejeter cette eau qui censée est très belle, très bonne, la rejeter dans les fosses de 400 ou 500 mètres au large, plutôt que dans un parc national. On veut faire un parc national dans de l'eau de vaisselle. Mais où est-ce qu'on a vu jouer? Voilà. Car depuis des années, les égouts de Marseille débouchent dans la calanque de Cortiou, en plein territoire du parc national. Malgré le traitement des eaux usées, les dégâts sont considérables. Alain Forêt est plongeur depuis plus de 40 ans. Il a souvent exploré ces fonds marins. Là, tout du long, auparavant, dans 20-50 cm d'eau, il y avait des moules. Et tous les petits pêcheurs venaient prendre les moules ici pour les mettre dans les gireliers. Et là, il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire que les rejets ont fait tomber complètement toutes les moules. Ce qui est très impressionnant, c'est quand il y a les grands orages du mois d'août, par exemple, tout se déverse. Et là, on se retrouve avec une eau qui sent mauvais, qui a plein de particules en suspension, y compris des macrodéchets, des plastiques, des déchets alimentaires, de tout. Pour les associations, le parc doit être un levier pour améliorer la protection. Mais finalement, peu d'usages sont interdits. C'était pas gagné. Si on ne l'avait pas maintenant, on ne l'aurait plus jamais eu. Attendez, 20 ans de travail. Attendez, moi, tout le monde en a pâti, moi, dans ma famille. Et puis, je ne suis pas seule. Hein. C'était réunion sans arrêt. Au début, en 92, c'était réunion toutes les nuits. Toutes les nuits. Pendant 6 mois. En faisant plaisir à tout le monde, c'est pas comme ça qu'on protège. Parce que les élections, ça n'a pas très longtemps. Ce sont des voix. Donc, on fait plaisir, on fait plaisir. Car derrière ce parc se joue la mairie de Marseille. La possible succession de Jean-Claude Gaudin en 2014 aiguise les appétits. C'est un parc éminemment politique, même Guy Tessier le dit dès le départ, il dit que ça a des implications qui le dépassent. Là, la couleur ne joue pas, c'est l'UMP, mais bon, ils se déchirent entre eux. Et puis, en fond, il y a la droite marseillaise qui est en conflit. Alors l'opposition, c'est vrai que les Verts et les communistes sont montés tout de suite au créneau. Le PS, quand on lui pose une question, il répond, mais moi, j'ai pas souvenir de l'avoir vu monter au créneau. Le décret de création du parc est publié au journal officiel 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde s'est un peu exprimé, mais bon, c'était un parc, il fallait faire vite, il fallait le faire surtout avant la présidentielle. C'est un argument, le parc, qui est devenu tellement politique que même pour l'inauguration, c'est l'UMP qui a organisé la sortie en mer. Quand j'ai téléphoné à Matignon, on m'a dit « Ah mais non, c'est pas Matignon, c'est l'UMP qu'il faut contacter ». Face à la méthode, l'opposition et les associations crient à la récupération. Reste que ce parc existe, malgré les polémiques, les invectives, malgré un tracé en dentelle et le sentiment d'avoir conçu un parc à la marseillaise.
Ça a été plutôt une concertation bouillabaisse, si vous voulez, mais je pense qu'après, ça va évoluer tout ça aussi. Ça va s'aplanir, s'apaiser. D'ailleurs là, les chasseurs devaient sortir les fusils, ils les ont toujours pas sortis. Je pense que petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs et puis on sera très fiers d'avoir un parc national. Si le décret est publié, il faut maintenant créer la structure du parc national. Nomination du directeur, constitution des équipes, tout reste à faire. Dans le décret et dans la charte, il y a quand même des choses qui sont écrites, y compris en matière réglementaire, des choses qui font la différence quand même par rapport à la situation précédente. Après, clairement, c'est une base de départ, c'est-à-dire que le décret et aussi surtout la charte ne sont pas l'alpha et l'oméga de ce parc. Tout n'a pas été écrit dedans, ce n'est pas non plus un document de gestion qui dit tout sur 15 ans. Le parc, il reste à construire au jour le jour, au quotidien, et maintenant, ça va être la phase qui est devant nous, c'est la phase d'action. On se trouve dans une situation qui est un peu inconfortable, c'est de dire on veut protéger le site, on ne veut pas que ça soit le site touristique vendu à tout crin. Or, dès qu'on a un parc national, on s'aperçoit que tous les opérateurs en matière touristique surfent là-dessus. On s'aperçoit qu'on a des prospectus qui sont diffusés, qui n'existaient pas avant, en vendant le parc national. Parc national, c'est avant tout un label qui attire les touristes, les entreprises, les promoteurs. Si les tours opérateurs se sont déjà emparés de l'argument, sur le terrain cette année, rien ne change. Alors c'est encore une fois aux patrouilleurs de faire de la pédagogie. Là, on a un groupe de 5 personnes qui viennent du Québec justement pour découvrir nos belles calanques. Les grimpeurs ont été très impliqués dans la concertation. Eux se voient interdire certaines voies d'escalade ou niches des rapaces. C'est que tu récupères toutes les dégaines en descendant, d'accord? Le danger, enfin pour nous en tout cas, c'est que le parc ça devienne un peu une cloche, quoi, la nature sanctuarisée, où on ne peut plus y aller dedans, où on doit rester sur un sentier en béton et puis regarder à travers la barrière. Et ça nous fait pas mal peur. Aujourd'hui, il n'y a rien d'arrêté. Et la vocation du parc, c'est quand même de continuer à accueillir le public. Si on veut protéger un peu, il faut trouver un compromis entre l'interdiction totale et la liberté totale aussi, parce que si on est de plus en plus nombreux et c'est pas possible, quoi. Allez. Le fait d'avoir, je dis n'importe quoi, 10 pages dans le Lonely Planet, parc national, ça risque d'amener encore plus de gens, des cars entiers, des machins. Et ça c'est un peu une peur aussi, hein, que le remède soit pire que le mal. Moi je pense que la tendance elle est déjà comme ça, pas que dans les calanques, hein, c'est partout, le tourisme, c'est en France, voilà, en règle générale, le tourisme vert c'est de plus en plus à la mode. Et que par contre, je pense que le fait qu'on ait un parc, ça risque d'attirer les gens mieux. Ils seront mieux informés, ils savent qu'ils viendront dans un parc où il y a telle espèce qu'il faut protéger, qu'à tel endroit on retrouve tel ou tel faucon. Aujourd'hui, personne ne le sait, les gens qui viennent dans les calanques, ils n'ont absolument aucune information sur tout ça, quoi. Ouais, nickel, tu t'es bien revaché? On n'a pas le droit de circuler de nuit dans les calanques. Un lever de lune au Cap Morgiou, ou même dans la baie de Sormiou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, j'ai une fille, j'ai un jour envie de lui montrer la lune dans les calanques, quoi. Et j'ai pas envie qu'on me dise non, t'as pas le droit, c'est une amende. Voilà. C'est un truc qui me gêne parce que ça ressemble un peu à une sorte de jardin public, avec des horaires d'ouverture, et c'est un mouvement qui m'inquiète. Jardin public aseptisé ou territoire sauvage à quelques centaines de mètres de la ville. Ce sera aux instances du parc de décider. Après des années de gestation et un accouchement difficile, pour le parc national des Calanques, c'est maintenant que tout commence. Big city life in my heart, I've no base. And right now Babylon